Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, vivait un ordre de puissants poètes. Ces libres penseurs étaient nombreux et respectés pour leur maîtrise de la force du verbe. Repoussés par les troupes maléfiques d'un nouvel empire, ces résistants de l'imaginaire, devenus marginaux, continuèrent pourtant de lutter contre les illusions du pouvoir et sa volonté de vaincre la mort. Aux confins de notre univers, quelques poètes rescapés continuent de prodiguer leurs enseignements pour restaurer la paix dans la galaxie. Le plus grand de ces guerriers philosophes postule ainsi que la poésie sauvera le monde, aphorisme provocateur lancé à ses obscurs détracteurs. C'est-à-dire que quand on a été touché profondément, soi-même, sans aucun regard extérieur, au plus profond de ce qu'on est, par un vers d'un poème, par une image, par un rythme, quand on a été touché au plus profond, alors c'est comme du rapport amoureux. Ça, c'est un coup de foudre qui n'a pas d'équivalent. C'est ça qui justifie qu'on lise du poème encore à 40 ans ou à 60 ans. Quand on ne l'a jamais éprouvé, on n'y va pas. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de légitimité. Allez au poème parce qu'à chaque fois, vous entendrez une langue neuve. Et ce dont on a besoin, c'est ça, de langues neuves. Et qui disent l'imprévu de nous-mêmes et du monde. La part cachée, la part manquante, celle qui vit en nous et qui n'a pas les mots. Le champ de nos possibles est augmenté, le champ de la conscience de nous-mêmes est augmenté. Voilà pourquoi je dis que l'écoute d'un poème nous grandit. Elle fait grandir notre propre connaissance de nous-mêmes, notre propre conscience de nous-mêmes et de notre relation à l'autre, aux autres, au monde, à la vie, aux choses concrètes. Et c'est vrai de Kenneth White, c'est vrai d'André Velter, c'est vrai de... Il y a tellement de poètes d'aujourd'hui qui sont à disposition. Donc, vous savez, il faut aller au hasard dans les bibliothèques, prendre des livres de poèmes et lire la poésie d'aujourd'hui. Échappant au pouvoir de l'Empire, il n'est pas seul à résister, et la rébellion s'organise jour après jour, vers après vers. Ah oui, Jeanne, il était bel homme. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Jean-François Meunier, c'est le fondateur des éditions Chênes. Le maître poète peut compter sur ses apprentis, qui parcourent la galaxie, randonneurs célestes armés de leurs textes, outils de la liberté. Je bois ma planète et je descends des escaliers marins. Archivé de son vivant, à la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand, le maître s'assure du passage de la force créative du verbe pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que sont et qu'est-ce que devraient être ou pourraient être les archives? Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit un tombeau, comme souvent on le pense. Beaucoup de bibliothèques essaient de le rendre vivant, ce fonds. C'est-à-dire que justement, ce n'est pas des archives mortes, mais des archives vivantes. C'est-à-dire que ce qui est là devrait être donné en partage, peut-être en pâture. Je trouve que c'est bien, il faut que ce soit ouvert, il faut que les gens, même ça dédramatise, ça démythifie. On se fait des idées de l'ouvroir, l'atelier secret du poète ou de l'écrivain, surtout le poète, des idées fausses. Il faut que des jeunes, par exemple des jeunes, ils voient les ratures, ils voient les fautes d'orthographe, ils voient les difficultés, que ça se voit dans l'écriture, dans la manuscrit, la difficulté, on pourrait dire le labeur du poète. Et ça, c'est très bien qu'on demande des archives à des auteurs vivants. Elles soient disponibles pour que justement on ne croit pas que, comme moi qui suis beaucoup intervenu auprès de jeunes, dans le milieu scolaire, donc on ne croit pas qu'il y ait quelque chose de magique dans l'écriture, que c'est comme ça une sorte de don céleste, comme ça qui vous met en transe et tout d'un coup la parole géniale advient sur la feuille. Évidemment non. Et il est bien qu'on voit donc justement tout ce travail qu'on appelle travail préparatoire. Moi je dis, quand on voit un manuscrit, on voit le travail d'élaboration. Le poète, qu'il soit naïf, utopiste ou maudit, est l'ennemi de l'obscurité. Sa sagesse est infinie, elle nous entoure et nous pénètre contrairement aux injonctions de l'Empire, rapide, facile et séduisante. Forteresse de conformisme et d'imposture, cette obscurité se répand et nous aliène. Mais cette étoile noire sera vaincue par la page blanche. La page manuscrite d'un écrivain, c'est peut-être le seul endroit où l'écriture est complètement libre. Parce qu'à ce moment-là, en principe, il est détaché de toute obligation, de tout regard extérieur, sauf une sorte de regard de surmoi, voilà. Mais autrement, c'est un lieu où la langue se libère complètement. Et on n'a pas honte d'une certaine façon de sa nudité, en quelque sorte, de sa franchise, de ses erreurs. Et donc...
il y a quelque chose moi je trouve, de très émouvant quand je vois des manuscrits d'écrivains. Voilà, il y a quelque chose de très émouvant de voir la vérité naître dans l'écriture, quoi.